Merci de votre fidélité renouvelée. Les titres de l'actualité de ce mardi. Le marché risque de souffrir d'un approvisionnement correct en pain. La Fédération nationale des boulangers du Sénégal envisage d'observer une grève la semaine prochaine. Elle réclame une hausse du prix de la baguette après celle notée sur le sac de la farine. Poursuivi pour actes terroristes et apologie du terrorisme, Sayer Kébé sera fixé sur son sort demain. En attendant le verdict, le collectif de solidarité demande déjà son acquittement et appelle les Mbourois à observer une journée morte mercredi. Grosse déception à l'université Cheikh Anta Diop au lendemain de la nomination de Cheikh Oumar Anne à la tête de l'enseignement supérieur. Nomination surprise pour les étudiants qui espéraient voir Mary Teuw Niane remplir à son poste. Ils disent attendre de son successeur une amélioration des conditions d'études. En sport, le trophée continental, l'objectif fixé au Lionceaux par la Fédération sénégalaise de football, l'équipe nationale des U17 qui doit défendre les couleurs du Sénégal à la CAN cadette prévue en Tanzanie. Ce sera du 14 au 28 avril prochain. Voilà pour le sommaire. Le développement dans une poignée de secondes. Bienvenue, bonsoir à tous. Vers des journées sans pain au Sénégal, pour cause, la Fédération nationale des boulangers du Sénégal va observer une grève à partir de la semaine prochaine. Elle plaide en faveur du hausse du prix de la baguette après celle notée sur le sac de la farine qui passe de 16 200 plutôt à 18 500 francs. La structure réclame en outre la tenue du Conseil national de la consommation pour fixer le prix au kilogramme. Faranying et Pape Sangone Mbaye. 2 à 3 jours sans pain à partir de la semaine prochaine, la Fédération nationale des boulangers du Sénégal ne peut plus contenir la hausse du prix de la farine. Dès ce vendredi, elle va déclarer un arrêt de travail sur toute l'étendue du territoire. C'est que le prix de la farine a augmenté de 16 200 à 18 000 et plus cher pour certains et plus même jusqu'à 19 000 parce que avec le transport, avec la commission, le bénéfice du commerçant, le boulanger peut l'acheter même à 18 800 jusqu'à 19 000, certains même jusqu'à 18 500. C'est ça le constat. Ce qui est le problème, c'est quoi? Le prix du pain. Donc, si on en fait fixer un prix de la farine, on doit fixer un prix du pain. Plus de 40 000 emplois menacés avec plusieurs contentieux. La Fédération réclame un Conseil national de la consommation. Comme la Tunisie ou dans d'autres pays, que ce mot social soit réel. En faisant quoi? En supprimant la TVA sur la farine, par exemple. Ça ne coûte rien. Ou bien, ce que nous demandons, si nous ne pas faire ça, qu'on fait face-to-face au Sénégalais pour le dire, nous sommes en face des industries, des boulangers, qui ont des dettes au niveau des banques, qui ont des dettes au niveau des meuniers, qui ont tellement de problèmes. On doit réviser le grammage, c'est-à-dire on dira 1 gramme égale X francs. En ce moment-là, le Sénégalais veut dire, moi je veux un pain de 50 francs, il l'aura. Je veux un pain de 100 francs, il l'aura. Je veux un pain de 150 francs, il l'aura. Et nous estimons aujourd'hui que ce prix du pain-là doit coûter 200 francs. Toutefois, la FNBS fonde beaucoup d'espoir sur le nouveau ministre de tutelle. Pape Faranying, des perturbations dans la distribution de l'eau. La Sénégalaise des eaux va porter plainte contre l'entreprise française Sogia Asatop qui a endommagé son tuyau de conduite. La révélation est faite par le directeur de la communication de la SDE. Et s'agissant d'un retour à la normale de la distribution du liquide précieux après les désagréments notés, Ndiaye Diop déclare que celle-ci reprend progressivement. Nous l'écoutons, il est au micro de Ndeye Thiaba Aliba. Je vais commencer par vous informer de la fin des travaux de réparation. À la suite, la casse qui est intervenue hier sur la conduite principale du lac de Guiers et que la remise en service est effective depuis. Vous avez parlé de plainte. Effectivement, nous avons trouvé une entreprise, pour ne pas la nommer, Sogia Asatop, qui est à l'origine de la casse sur la conduite aux environs de Ndande. Et c'est contre cette entreprise que la SDE a décidé de porter plainte
pour avoir subi un préjudice. Affaire Sayer Kébé, je vous le disais en titre, le verdict est attendu demain et déjà le collectif de solidarité demande son acquittement et appelle les Mbourois à observer une journée morte ce mercredi. Pour rappel, Sayer Kébé est en prison depuis 4 ans. Il est poursuivi pour actes terroristes et apologie du terrorisme. Abdourahmane Diallo. À moins de 24 heures du verdict de Sayer Kébé, ses parents demandent son acquittement et comptent observer une journée morte ce mercredi. Nous espérons que ce message sera entendu par l'État pour un verdict d'acquittement de Sayer Kébé. Nous appelons déjà nos compatriotes à Mbour à prier ensemble cette nuit et demain à observer une journée morte. Le jeune lycéen, poursuivi pour apologie du terrorisme, est en prison depuis plus de 4 ans. Ses parents pensent que c'est injuste. Il doit garantir le droit à l'école, le droit à l'éducation, demain le droit à l'emploi, garantir et protéger nos libertés. Parce qu'au Sénégal encore, il n'y a pas de délit d'opinion. Sayer Kébé n'a fait que commenter. Donc, ça ne s'explique pas. Cet acharnement d'un État censé nous donner tous ses droits. Lors du procès, le procureur avait requis 5 ans de prison contre Sayer Kébé. Et nous reparlons du braquage de la station Shell de Keur Massar. La sûreté urbaine a mis la main sur 12 individus, des malfaiteurs qui opéraient dans les environs de Keur Massar, Tivaouane Peulh et Toubab Dialaw. La police a également saisi des armes blanches et des armes à feu. Le chef du gang a bien reconnu que c'est lui et ses acolytes encagoulés qui ont attaqué la dite station. Un récit signé Aminata Mbaresso. Cet arsenal, celui des braqueurs de la station Shell de Keur Massar. Dans la nuit du 11 au 12 mars, la bande avait effectué une descente. Elle emporte avec elle des millions et d'autres biens. La nuit du 11 au 12 mars, des malfaiteurs avaient attaqué la station Shell de Keur Massar et ses annexes, c'est-à-dire la boutique Wafakash qui se trouvait là-bas, mais aussi la boutique Select et le bureau du gérant. Ces derniers qui étaient encagoulés, armés de fusils, de machettes entre autres, environ une dizaine, avaient réussi à emporter le coffre et aussi une partie de la marchandise trouvée sur place. Les investigations de la sûreté urbaine de Dakar ont permis d'arrêter 8 membres du gang dans les environs de Keur Massar, Diamniadio entre autres. Le service qui a été instruit à mener l'enquête a réussi à mettre la main sur une bonne partie de ce gang. Donc pour dire, le chef de file a été interpellé vers Djahaï. Le reste de la bande a été interpellé dans les secteurs de Sendou, Diamniadio, Yen, Toubab Dialaw, entre autres. La collaboration des populations a été d'un grand apport. Cette bande de malfaiteurs qui agit dans les environs de Yen opérait également dans le vol de bétail. Aminata Mbaresso à Dator, dans la commune de Ndiamalatei, c'est dans la région de Sédhiou. Les jeunes sont confrontés à des difficultés liées à leurs études. La localité ne dispose pas de collège, ce qui pousse certains à l'abandon. Et outre le volet éducatif, la ville de Dator manque presque de tout, nous dit Bakary Konté. Dator, 21 villages situés dans la commune de Ndiamalakel traversent le calvaire. Chaque année, des dizaines d'élèves abandonnent l'école, faute de collège. Notre commune compte 27 villages. Et dans ces 27 villages aussi, il n'y a pas de CM, il n'y a pas de collège. Et nous assistons chaque jour à des abandons scolaires. Ça aussi, cela est dû à la distance que parcourent certains pour aller à l'école. Vraiment, surtout ceux qui quittent Kanikunda pour se rendre à Ndiamakuta. Plus de 20 km. Et avec ça aussi, il n'y a que des enfants, il n'y a que des jeunes filles et garçons âgés de moins de 18 ans. Ça aussi, c'est vraiment difficile. Et il n'y a pas une route aussi. Si par exemple, c'était sur une route, on pourrait, prendre des véhicules. La situation est catastrophique avec les jeunes filles
filles du Dator. Beaucoup de jeunes filles du Dator ont abandonné les études faute de collège. Nous sommes obligés de se rendre en Djamokouta. Nous réclamons un collège. L'accès est presque impossible. Les produits agricoles pourrissent. Depuis 4 ans, derrière, on avait parlé d'une route qui devait quitter Sénoba pour aller jusqu'à Kanikunda. Mais jusqu'à présent, nous ne voyons rien. Si on récolte, on n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens pour aller, faire sortir la récolte, pour pouvoir vendre et venir satisfaire nos besoins. Même l'an passé, il y avait des tonnes d'arachides qui étaient là, mais il n'y avait pas un acheteur. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça? On ne peut pas manger tout aussi. Vraiment, l'an passé, nous avions tous les problèmes pour vendre nos arachides. Certains même étaient obligés de les transformer en savon. Ces jeunes autour de l'Association pour le développement du Dator réclament aussi de l'électricité, un hôpital, un forage, entre autres. Bakary Konté, 30 ans après les événements tragiques entre le Sénégal et la Mauritanie, des réfugiés mauritaniens vivant au Sénégal se souviennent de ces moments. Toutefois, ils interpellent les autorités sénégalaises et la communauté internationale pour un retour au bercail. Abdoulaye Diop est le président de leur collectif. Il est interrogé par Ousseynou Diop. C'est un acharnement sur la population négro-mauritanienne. Ils en ont fait pas mal de choses. Ils en ont déporté plus de 100 000 ici au Sénégal. Et nous vivons difficilement loin de notre pays. Nous sommes en exil forcé. Nous ne voulons pas que de telles choses se produisent dans ce monde. Et ces événements ignobles que le régime de Taya avait perpétrés à la population négro-mauritanienne restera longtemps gravé dans les mémoires. C'est notre volonté que nous sommes restés ici au Sénégal. On a été déportés, nous sommes restés là, la Mauritanie est restée zen, ne veut rien faire, et que là, il faut l'imposer pour que nous retournions dans notre patrie. Il faut essayer de trouver des solutions durables, parce que je suis glaucomien, je dois aller me soigner à l'étranger, en Allemagne. Ce passeport, c'est depuis 1992, je n'arrive pas à le proroger. Je ne peux pas voyager, ce ne sont pas leurs centimes qui me font voyager, je vais voyager par une ONG et jusqu'à présent, le Sénégal refuse, je dis bien refuse, peut-être parce que c'est eux qui doivent m'octroyer peut-être ce titre de voyage pour que je puisse partir. Les accidents de travail passent de 2000 à 1455 entre 2017 et 2018. Une baisse considérable annoncée par le directeur général de la Caisse de sécurité sociale qui plaide pour une meilleure protection des travailleurs dans les entreprises. Pour cela, une formation est prévue pour une meilleure protection sociale. Hassan Soumaré, directeur de la Caisse de sécurité sociale, interrogé par Aïssatou Gueiba. Nous l'écoutons. Cette année 2018, le nombre d'accidents du travail s'élève à peu près 1455 accidents du travail, donc un peu moins de 2000. Alors de 2017 à 2018, nous avons connu une baisse des accidents du travail. Mais le problème c'est que même un accident important, c'est-à-dire les statistiques importantes, mais même un accident du travail est important. Alors c'est pas pour rien qu'à travers la politique nationale de mise en place donc la prévention, qu'on parle de vision zéro. La vision zéro s'inscrit dans ce cadre-là. Vous savez, un accident important. L'autre élément, le coût de la réparation peut être extrêmement élevé. Mais quand on se met à faire de la réparation pour la non-prévention, c'est une destruction de richesse. C'est une destruction de ressources au moment où le pays a besoin de créer des emplois. Or, ces emplois, il faut les financer. Ce qui est consacré à faire de la prévention, à faire de la réparation, pouvait être orienté pour l'emploi des jeunes. En bref, après être déchu de son poste de ministre du Tourisme, Mame Mbaye Niang est nommé chef de cabinet du président de la République. Il remplace à ce poste Moustapha Diakhaté. Autre nomination également, celle d'Ismaïla Madior Fall. Il était le ministre de la Justice sortant. Il est nommé ministre d'État à la présidence de la République. Je vous le disais en titre, la nomination de Cheikh Oumar Anne fait jaser à l'université Cheikh Anta Diop. Une décision inattendue selon les étudiants qui espéraient voir Mary Teuw Niane rempilé à son poste de ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Ils disent toutefois attendre de son successeur une amélioration des conditions d'études à l'université. Habib Faye.
Il est désormais le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, une nomination inattendue à l'université Cheikh Anta Diop. Réellement, je ne m'attendais pas à cette nomination-là. Mais le président de la République, M. Macky Sall, connaît mieux Cheikh Omar Anne que les étudiants. Avant-hier, quand on a entendu la publication, vraiment nous avons eu une très grande déception, quoi. Personne ne s'attendait à ce que le ministre Mary Teuw Niane quitte ce poste ministériel qui est l'enseignement supérieur et que vraiment ça a été une grande surprise. Une surprise certes, mais des années d'exercice en qualité de directeur général lui permettent de pouvoir diriger un ministère. Sa nomination nécessite vraiment un gars qui a les compétences qui lui permettraient vraiment quand même d'être à la hauteur et de résoudre vraiment le problème des étudiants. Nous sommes patients de savoir, de voir Cheikh Omar Anne peut-être faire des innovations. Parce que c'est une surprise vraiment cette nomination. Depuis hier, les étudiants en parlent parce que tout le monde était surpris en fait. Le directeur du Centre des œuvres universitaires de Dakar est très attendu par les étudiants dans sa nouvelle fonction. L'enseignement supérieur soit en tout cas revalorisé, que les amphithéâtres soient augmentés, que les étudiants ils s'entassent dans les amphis. Il faut qu'on augmente les amphithéâtres, qu'on climatise les amphis. Il faut également qu'on réforme certaines situations et qu'on revoie en tout cas beaucoup de choses, quoi. Parce que comme vous le savez, l'enseignement supérieur il ne manque pas de problèmes. À chaque fois il y a des problèmes. De continuer ce que peut-être le ministre Mary Teuw Niane avait déjà fait. Donc sur cette lancée, parce que voyant avant 2012 l'espace universitaire et la transformation qui a eu lieu durant les 7 ans, donc on peut dire qu'il y a eu un grand changement, un bon même, en réalisation dans l'espace universitaire. Les étudiants espèrent voir un ministre plus performant que son prédécesseur pour le bien de l'université. Formation du nouveau gouvernement, la commune de la Médina, grande perdante de la nouvelle configuration. Ces 3 ministres sortants que sont Pape Abdoulaye Seck, Maïmouna Ndoye et Seydou Gueye ont été remerciés. Une décision du chef de l'État bien appréciée par les Médinois malgré leur déception. Avec ou sans ministre, disent-ils, la commune restera toujours engagée pour le développement du pays. Koumba Amatlo, Thierno Laurent Mendy. La Médina ne compte aucun ministre dans le nouveau gouvernement du Sénégal. Maïmouna Ndoye Seck, Seydou Gueye et Pape Abdoulaye Seck ont tous été zappés par le président de la République. Un choix respecté par les Médinois malgré la déception. C'est des gens qui sont compétents, le président a eu confiance en eux. Donc je pense qu'ils vont accomplir leur mission. Il est de son choix de prendre les ministres qu'ils veulent. Grande déception au niveau de la Médina. Parce qu'on a pas mal de leaders qui sont à la Médina. De l'avis de ce natif de la Médina, ces leaders ont été sanctionnés à cause des mauvais résultats électoraux de l'APR dans la commune. Former un gouvernement, on doit chercher les compétences partout où on trouve des gens compétents, on les prend. Mais si on démet quelqu'un parce qu'il n'a pas gagné aux élections, là c'est une erreur. Toutefois, la population médinoise reste engagée dans le développement du Sénégal. Pour l'instant, ça ne change rien du tout, hein, parce qu'il n'y a que le travail qui paye. Il n'y a que le travail qui paye. Ça ne changera rien du tout, absolument rien du tout. On sera toujours engagé pour le développement du pays. On sera toujours engagé pour le développement, parce que c'est notre pays, ça nous appartient. Vieille d'une centaine d'années, la Médina est l'une des plus grandes communes de la capitale et constitue politiquement un enjeu de taille. Le nouvel attelage gouvernemental et la représentation de la gente féminine à présent, 8 sur 32 postes ministériels, une faible représentation considérée comme un recul selon la présidente de l'association des femmes de la Médina affiliée au réseau Sigil Jigéen. Yacine Diagne réclame plus de considération à l'endroit des femmes et une plus forte représentation dans les instances de décision. Nous l'écoutons, elle est interrogée par Koumba Madlo. C'est un peu un recul par rapport aux promesses du chef de l'État. On s'attendait à avoir plus de femmes, parce que les femmes quand même doivent occuper les places qu'elles méritent. Les femmes qui ont des compétences doivent occuper les places qu'elles méritent. 8 femmes sur un gouvernement de 32, c'est très faible. Peut-être des raisons politiques, des raisons qu'on ne maîtrise pas font que c'est arrivé comme ça. Mais je pense qu'il faut continuer le combat. Et nous, de notre côté, on ne se lâche pas. On continue à faire le travail de formation. Parce qu'il est important que les femmes qui veulent briguer des postes de responsabilité à de hautes sphères
puissent avoir les capacités et les compétences requises. Moussa Baldé, patron de l'agriculture dans la nouvelle équipe gouvernementale du Sénégal. Jusque-là, directeur général de la Sodagri, l'homme est loin d'être un novice dans le secteur. Son ambition, surfer sur la vague de son prédécesseur et faire plus s'il y a lieu. Thiarom Bardiaye. Ministre de l'Agriculture depuis 48 heures, Moussa Baldé, une tête bien faite, n'est pas un apprenti dans ce domaine. Je suis revenu au Sénégal après ma thèse le 1er février 2000, à la veille de la première alternance démocratique du Sénégal, où j'ai démarré comme tout le monde, comme assistant stagiaire, maître assistant, maître de conférence et maintenant professeur titulaire. J'ai fait quand même 6 ans de stage comme directeur général de la Sodagri au ministère de l'Agriculture, donc je connais un peu le ministère de l'Agriculture. J'ai participé à quasiment toutes les tournées du ministère de l'Agriculture, des tournées économiques du président. Conscient du poids de l'agriculture dans l'économie du pays, il félicite son prédécesseur qui, selon lui, a abattu un travail remarquable. Je mesure l'importance de l'agriculture du Sénégal. De l'agriculture dans l'économie du Sénégal. C'est l'agriculture qui a en grande partie tiré la croissance sénégalaise ces dernières années. C'est un des piliers du plan Sénégal émergent, comme ça a été un des piliers du programme Yonu Yokouté. Le natif de Kolda espère être à la hauteur afin de mener à bien cette tâche qui lui est assignée. Tout le monde a vu les ponts qu'ont fait la production agricole sénégalaise au niveau du riz, au niveau de l'arachide, l'oignon, etc. Donc je n'atterris pas sur un désert. L'objectif, c'est qu'on est dans le mode de fast track. Le président de la République a fait beaucoup d'efforts pour la modernisation de l'agriculture. Il le dit, l'autosuffisance est à notre portée. Ce mercredi, son premier jour au Conseil des ministres, Moussa Baldé attend de recevoir sa feuille de route pour se lancer dans les perspectives. Dans l'actualité sportive, offrir au Sénégal son premier trophée continental de football, c'est l'objectif que fixe le président de la Fédération sénégalaise de football aux Lionceaux cadets qui vont disputer la CAN U17 en Tanzanie. Ce sera du 14 au 28 avril prochain. Nous écoutons Maître Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football, avec la cellule de la communication de la dite fédération. Aujourd'hui, nous avons la chance pratiquement de qualifier 75% de nos équipes aux différents tournois continentaux, aux différentes CAN. Il faut qu'on passe à une autre étape supplémentaire, c'est-à-dire aller participer à ces compétitions pour faire de bons résultats. Le bon résultat, le premier, ce sera bien entendu d'être dans le carré d'as. Et une fois qu'on sera en demi-finale, viser plus haut, c'est-à-dire aller en finale et si l'occasion se présente, gagner ce premier trophée qui nous tend les bras. Et ces jeunes qui montrent une discipline extraordinaire ont aussi conscience des enjeux, mais surtout nous leur avons dit de jouer libéré. Dans ces catégories-là, ce n'est pas nécessaire de leur mettre une pression inutile, il faut leur dire de se faire plaisir. Et ils ont appris à le faire. À chaque fois qu'on les a vus jouer, on a vu qu'ils jouaient de manière très très décontractée, mais ça ne les empêchait pas d'être rigoureux pour gagner pratiquement tous leurs matchs. Et puis, sachez que l'équipe va recevoir le drapeau national demain mercredi au ministère des Sports avant de rejoindre dans la journée la Tanzanie, pays hôte de la compétition. Et puis, concernant toujours cette CAN, sachez que l'équipe nationale U17 du Sénégal partage la poule B avec le Cameroun, le Maroc et la Guinée. Un groupe jugé difficile mais insurmontable pour les protégés des sélectionneurs Malik Daf, auteur d'excellents résultats depuis une année. Cheikh Sadibou Diarra et Modou Diop. L'équipe nationale U17 du Sénégal paraît pour le titre à la CAN cadette en Tanzanie. Toutefois, le chemin ne sera pas de tout repos dès la phase de groupe. Logés dans la poule B, les Lionceaux ont fort à faire face au Cameroun, au Maroc et à la Guinée, des pays habitués à la compétition. Ce sera très difficile parce que dans la poule où nous sommes lotis, il y a la Guinée qui a pris la troisième place 3 fois, je pense, et troisième 3 fois. Ici, il y a le Cameroun. Et il y a aussi le Maroc, donc ce sont de bonnes équipes et je pense que c'est le Sénégal, bon, c'est une bonne équipe. Mais pour moi, c'est de faire un bon parcours. D'abord, comment faire pour sortir de la poule et après on va jouer match par match. Et je pense que le Sénégal peut sortir de sa poule, bien qu'il y a la Guinée et le Maroc et le Cameroun, mais le Sénégal a une bonne équipe.
Invincibles sous le magistère de Malick Daf, les cadets doivent néanmoins éviter l'excès de confiance. Il faut avoir beaucoup d'humilité pour passer. Ce sont des enfants aussi, on ne peut pas enlever ça de leur pensée, mais surtout aussi qu'ils sachent que aussi maintenant c'est une autre compétition qui va commencer bientôt pour eux. Donc qu'ils sachent qu'ils doivent jouer pour la nation. La Fédération sénégalaise ne cache pas ses ambitions. Le titre continental, un objectif dans les cordes des Lionceaux. L'espoir est permis, pour le moment la coupe elle est loin. Donc c'est d'abord comment faire pour se qualifier et prendre les match par match, après on va voir. Pour moi d'abord c'est ça l'objectif, de sortir de sa poule d'abord. Parce que pour penser remporter une compétition, d'abord il faut sortir de sa poule. Les cadets sénégalais jouent leur premier match de la CAN Tanzanie 2019 le 15 avril face au Maroc, avant d'enchaîner face à la Guinée et de terminer la phase de poule face au Cameroun. Football toujours avec les quarts de finale de la Coupe de la Ligue. Le Jaraaf va affronter AS Pikine au stade Léopold Sédar Senghor. Ce sera demain mercredi. Pour rappel, le Jaraaf est 3e du classement, tandis que l'AS Pikine pointe à la 4e place. Les deux équipes s'étaient affrontées en 2013 en finale de ce tournoi et l'AS Pikine était sorti vainqueur par 2-1. Après le football, nous parlons art martial, précisément Vovinam Viet Vo Dao. La 4e édition du tournoi national des enfants de la discipline a vécu. 93 jeunes pratiquants de 6 clubs ont compéti au centre socio-culturel de Derklé. Amdouan Club s'est adjugé du titre de champion. Cheikh Sadibou Diarra et Amadouba. De la compétitivité et un développement de la petite catégorie pour vulgariser le Vovinam Viet Vo Dao au Sénégal, c'est l'option prise par Amdouan Club, organisateur du tournoi national des enfants au centre socio-culturel de Derklé. Une centaine de jeunes pratiquants issus de 3 régions ont participé à la 4e édition de la compétition. La petite catégorie, c'est eux qui seront là demain. Donc nous devons commencer dès à présent à les apprendre à compétir, à les apprendre à se familiariser avec le haut niveau. Donc ça commence dès à présent. Nous avons eu au total 6 clubs qui ont participé, avec la région de Dakar, la région de Kaolack et la région de Thiès. Et nous avons au total 93 combattants. 93 enfants qui ont compéti. C'est plus que d'habitude. D'habitude, l'année dernière, par exemple, nous avions 6 clubs, une 70aine de participants. Cette année, ça s'est revu à la hausse. Ce qui explique cela, c'est le besoin que les clubs ont, surtout les enfants, de participer à des tournois. Et comme l'a dit le président tantôt, c'est le seul club, ou bien c'est la seule compétition organisée pour les enfants au niveau national. Donc c'est ça la raison pour laquelle les gens sont friands pour ça. Avec l'envergure de plus en plus marquée de ce tournoi national, rehaussé par la présence d'autorités, les organisateurs ne manquent pas d'ambition. Le prolongement, c'est d'habitude, c'est plus faire de sorte qu'il y ait plus de clubs qui participent au niveau national et dans les années à venir l'étendre pour en faire un tournoi international. Amdouan Club, qui a glané plusieurs médailles en filles comme en garçons, est classé premier des 6 clubs en compétition. Introduit au Sénégal en 1985, le Vovinam Viet Vo Dao, qui s'est doté une trentaine de salles, continue de progresser et de séduire. L'enthousiasme montré par les plus jeunes en est un parfait exemple. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir.